pas avoir compris le titre. Tout est clair. Non, mais j'ai été effectivement dépassé aussi un peu par le titre parce que je faisais référence à 3 personnes. Et j'ai pensé que c'est injuste. Que c'est trop injuste de mettre toutes ces 3 personnes en moins d'une heure et demie, ça ne va pas tenir le coup. Alors je ne sais pas si on va même finir avec une personne, maximum avec 2, certainement pas avec 3. Mais en tous les cas, pourquoi est-ce que j'ai fait cette chose? Parce que ces 3 personnages, l'électrificateur révolutionnaire, Pinchas Gutenberg, qui a effectivement bâti tout l'empire électrique, qui a éclairé, on peut dire, la terre d'Israël. C'est un personnage unique dans le sens que, étant ami à la fois des révolutionnaires russes non bolcheviques, de Mussolini, de Jean Jaurès, de Clémenceau, de toutes ces personnes, il a fait une volte-face formidable, un retour aux sources invraisemblable. Il a passé des heures et des heures entières au chevet du Rav Kook dans les années 30-35. Et puis, ceux qu'il a bâtis étaient effectivement un unificateur unique du peuple juif. Il est connu surtout pour son électricité, mais il ne devrait pas moins être célèbre pour le fait qu'il était un des personnages rares, un des personnages clés qui faisait le trait d'union entre des camps plus que rivaux du Yishuv, de l'organisation sioniste. C'est lui qui était à la source de toutes les tentatives, et parfois de succès, de faire la paix et l'entente entre les travaillistes, entre Ben-Gurion, Jabotinsky, révisionnistes, etc., etc. Ça, c'est un cas. C'est-à-dire qu'on voit un cas d'une personne qui fait le passage de la révolution soviétique plus que tout autre leader sioniste. Aucun autre leader sioniste n'était véritablement aussi proche et aussi actif dans la révolution russe. Ça, c'est la première chose. Le deuxième personnage dont je parlais, c'est le Chabadnik président. Le Chabadnik président, Zalman Shazar. Zalman Shazar, ça allait de soi, peut-être même de commencer à parler de lui, parce que c'était le 3e président, après Yitzhak Ben Tzvi, le Raphaël Yaakov Ben Tzvi, qui était un personnage aussi très rare, qui a fait d'un côté un passage d'une famille Chabad très, d'une descendance très prometteuse, d'une descendance illustre, effectivement, et qui est devenu, qui a enlevé la kippa, mais cela dit, elle est toujours demeurée très très proche. Et l'un de ses principaux conseillers, c'était le rabbi de Lubavitch, que ce soit le 6e, que ce soit le 7e, c'était son principal conseiller. Mais bon, 3e personne dont je voulais parler, et de cette personne-là, on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, je pense que nous attachons la prochaine fois, c'est le chassid pionnier, un chassid de Chaloutz. Le Rav Yeshayahu Shapira, le frère la demande de Piaseczna. La demande du Piaseczna, c'était le Klonimus, Rav Klonimus Shapira, qui est célèbre qui était le rabbin, l'un des grands rabbins de Varsovie, du ghetto de Varsovie, qui a laissé, eh bien, son frère, qui était véritablement aussi d'une lignée chassidique des plus renommés, et il a fait son alia, il est devenu sioniste, il était une des têtes du mouvement Mizrahi,
et fondateur de toute une série de Yeshuvim, que ce soit Kiryat Ata, Kfar Hasidim et beaucoup d'autres. L'adresse véritablement de tous les chassides et beaucoup d'orthodoxes qui ont fait leur aliyah, c'est-à-dire encore une fois un trait d'union entre la tzionut, quelle qu'elle soit, religieuse, chilonite, etc., et les admorim et tous les grands du monde chassidique. C'était un personnage véritablement unique, mais tous les trois sont véritablement plus que des traits d'union, plus que des ponts, de véritables unificateurs au sein du peuple juif à une époque où la division était véritablement très forte dans son sein. C'est la citation d'un des ministres du Mafdal, Yosef Bourg. Yosef Bourg était Mafdal, c'est Miflaga, parti religieux sioniste. Alors, on lui a demandé, mais écoutez, entre religieux et sionistes, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Sa réponse, que c'était le trait d'union. Alors, le trait d'union. Donc là, ces trois personnages, on aura le temps de parler seulement, visiblement, d'un d'entre eux, et les Hachem, les autres aux prochaines fois, parce que il faut leur rendre hommage et il faut savoir ce qu'ils ont fait. Bon, Pinchas Rutenberg. On l'a évoqué déjà plus d'une fois dans les cours sur David Raziel, les cours sur Jabotinsky, Ben Gurion. On ne l'a jamais traité en tant que personnage en soi. Il est né en 1879 dans la zone de résidence, aujourd'hui Ukraine, une bourgade qui s'appelle Romny. Bien entendu, dans une famille traditionnelle, il va au Cheder et ensuite il est envoyé au lycée où il devient ingénieur. Et c'est fin du 19e siècle. Les mouvements révolutionnaires, anarchiques, socialistes en Russie, c'est un volcan en ébullition. Il travaille dans une très grande usine à Saint-Pétersbourg, l'usine Potilov. Potilovski Zavod, pour ceux qui étaient, peu importe. L'usine Potilov qui, pour lui, devient son université révolutionnaire. Il faut savoir qu'à l'époque, on allait dans les usines pour être proche du peuple, pour être proche des ouvriers, des travailleurs, surtout quand on était juif, surtout quand on était intellectuel. Alors, c'était les narodniki, on descendait au peuple, on se consacrait, on se dévouait au peuple, on trouvait qu'on était avant tout serviteur du peuple, etc., etc. C'est là-bas qu'il fait ses études, pas tant d'ingénieur, mais de révolution, et il intègre les partis des social-révolutionnaires. C'était un parti qui était divisé en deux. Il y avait qui étaient plus pacifiques, il y en a d'autres qui étaient plus terroristes, qui faisaient aussi des attentats, etc. Et en 1905, on lui dit, écoute, il y a, au début de 1905, janvier 1905, on lui dit, dis-moi, il y a un peuple qui va organiser un grand truc, une grande manif, au Palais d'Hiver. Le Palais d'Hiver, à l'époque, Saint-Pétersbourg, c'est la capitale de la Russie. Palais d'Hiver, le siège du tsar. Et on va organiser une organisation de masse, de paysans, d'ouvriers, du peuple, qui va apporter son livre de doléances au tsar. Il écrit au ministre de la Justice ses intentions. Le pope Gapon, c'est lui qui est à la tête, c'est un pope je ne sais pas comment on dit ça en français, un pope, qui est très, très charismatique, qui n'est pas tellement aimé par l'église pravoslave orthodoxe russe parce qu'il est assez libre penseur, etc. Il est adoré par le peuple. Des dizaines de milliers de personnes vont au Palais d'Hiver
pourquoi ils prennent avec eux des icônes et leurs idoles, etc. Pourquoi est-ce qu'ils prennent ces idoles? Pour une simple raison, qu'ils ne se fassent pas tirer dessus. Il écrit au ministre de la Justice, écoute, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vous tirer, je vais tirer sur la foule. Je vais tirer sur la haste, tirer sur... Bon, on va prendre des icônes. Tu ne vas pas tirer sur des icônes quand même. Il dit non, je ne vais pas tirer sur des icônes, je dédie. Je vais tirer sur la foule. Bon, ils vont quand même. Bien entendu, ça s'appelle, je crois en français aussi, ça s'appelle le dimanche sanglant. Le dimanche sanglant, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont tuées. Une des personnes qui sait à quoi s'attendre, c'est Pinchas Rothenberg, qui est déjà le bras droit du peuple Gapon, qui va devenir son véritable ami, qui, au moment où il sent que ça va commencer, il le met à terre, et du moment que la fusillade commence, il le met à terre, tout le monde se fait fusiller. Quand ça se calme, il sort des ciseaux, lui coupe la barbe, et puis l'amène d'un appartement, d'une cachette à une autre, avant de lui faire quitter la Russie. C'est-à-dire véritablement, il le sauve. Il sauve le grand héros révolutionnaire de 1905. Le peuple Gapon, c'est l'initiateur de la révolution, la première des 3 révolutions qui va avoir lieu, celle de février 1905. Ça commence déjà en janvier avec le dimanche sanglant, ensuite ça se poursuit, etc. Mais le peuple Gapon, il prend la fuite grâce à Pinchas Rothenberg, qui entre-temps se convertit au christianisme. Il est marié à une Goya, il a trois enfants, etc. Complètement perdu au peuple juif, rien à voir, rien à entendre. Il est membre d'un parti révolutionnaire, du plus grand parti révolutionnaire, les social-révolutionnaires, etc. Bon. Et en Italie, à Paris, en Suisse, en Allemagne, c'est lui qui organise les rencontres de Gapon avec Lénine, avec Plekhanov, avec Jean Jaurès, avec Clémenceau, avec tout le monde. C'est lui véritablement son impresario. Bon. Et véritablement, il est reçu en héros. Il est reçu en héros, et quand il y a, je ne sais pas, des débats ou une rencontre, eh bien, sur la table d'honneur, il y a Gapon, le héros de la Révolution, et il y a Pinchas Rothenberg. Piotr. C'est son nom russe. Bon. Mais Gapon a le mal du pays. Alors, il veut retourner en Russie. Et en Russie, on veut le voir. Les premiers qui veulent le voir, c'est les services secrets. Akhrana. Pas pour l'arrêter. Pour le recruter. Pour le recruter. Et lui, il n'a aucun problème d'être agent double. Et il dit à Pinchas Rothenberg, il va être de tous les bords. Crois-moi, je n'oublierai pas ma fidélité au peuple, mais on va jouer sur tous les tableaux. Alors là, Pinchas Rothenberg immédiatement met au courant les dirigeants du parti. Oui. Pinchas Rothenberg. Je simplifie, l'histoire elle est beaucoup plus compliquée que ça, beaucoup plus compliquée que ça. Mais dit Pinchas Rothenberg, tu n'es pas Petya Rothenberg. Tu es le mieux placé. Pourquoi? Pour le liquider. Ça traitera la cause. Ça traitera la cause. Bon. Alors, on liquide le peuple. Bon. Ce n'est pas Pinchas Rothenberg qui l'assassine, mais il l'a assassiné en sa présence. C'est lui qui organise et qui dirige et qui est accusé ensuite par les autorités, mais pas par tous, parce que c'est toujours bon d'accuser un juif, même converti à l'orthodoxie russe, de l'assassiner du grand héros du début du XXe siècle en Russie.
Il faut savoir, en russe, on dit pop gapon. Jusqu'aujourd'hui, c'est un nom qui sonne. Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié. Mais on ne sait pas toujours qui c'est. On dit, ah, ça, c'est quelqu'un oui, de l'époque révolutionnaire. Quelqu'un de très, très célèbre de l'époque révolutionnaire. Eh bien, son droit, la seule personne qu'il considérait comme son ami jusqu'à ce qu'il s'est fait, assassiner, c'était Petya Rutenberg. C'était Petya Rutenberg. Petya Rutenberg, naturellement, fuit immédiatement en Italie. Il est perturbé, il est bouleversé. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un rabbin et dit ah, je veux retourner aux sources. En Italie. Il y a beaucoup qui sont retournés aux sources en Italie. L'une des autres personnes qui ont fait ça, c'est l'autre ami de Pinchas Rutenberg, le Avdil, Zev Jabotinsky. Zev Jabotinsky, qui voit aussi l'Italie, qui rencontre en Italie. Donc, il est là pendant la Première Guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Et il dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais pour me corriger, pour faire pénitence, je ne sais pas. Alors, on lui a donné quelques coups. Il a divorcé de sa femme Goy, elle a emporté ses enfants aux États-Unis, tout contact coupé, etc. Finita la comédia. Hein? Non, la comédia, parce que la tragédie pour Gapon. Pour tous les autres, la comédia. Donc, c'est là que commence son chapitre italien. C'est une personne très connue. Il est, bien que revenu aux sources juives, il est resté socialiste. Et il y a encore un autre socialiste très célèbre en Italie, celui qui va devenir il Duce, Mussolini. C'est-à-dire Pinchas Rutenberg, le futur fondateur du parti fasciste italien. Pinchas Rutenberg fréquente les plus hauts rangs, à tout niveau. C'est lui qui est toujours les plus hauts rangs. Et ses prétentions et ses projets sont toujours au plus haut niveau possible. Ils font connaissance avec Jabotinsky et ils disent, bon, il faut se mobiliser. Pourquoi il faut se mobiliser? Il faut créer les brigades juives. Ils font connaissance avec Yosef Trumpeldor, qui est aussi une personnalité d'envergure invraisemblable. Les Anglais proposent qu'ils servent dans les Dardanelles, à Gallipoli, et en tant que muletier. Jabotinsky est contre, Trumpeldor est pour. Celui qui finit par convaincre Jabotinsky, c'est Pinchas Rutenberg. Ils se divisent la tâche. Jabotinsky va mobiliser les Juifs à Londres, au East End. Pinchas Rutenberg va mobiliser les Juifs aux États-Unis. Donc, mais il n'a pas encore tranché, il n'a pas encore totalement coupé avec ces mirages russes, révolutionnaires et autres. D'autant plus qu'au début de 1917, février 1917, c'est la seconde révolution de février avec Kerensky, Alexander Kerensky, qui prend le pouvoir. C'est avant la révolution bolchevique, la révolution, on peut dire, plus démocratique, plus libre, plus libérale, etc. Qui c'est qui immédiatement revient en Russie pour devenir le second de Kerensky? Rothenberg, il devient le vice-gouverneur de Petrograd. Ce n'était pas Pétersbourg. Pourquoi? Parce qu'on a changé Pétersbourg. On est en guerre quand même avec les Allemands. On ne va pas appeler Pétersbourg. Voilà. On va appeler Petrograd. Grad, c'est ville en russe. Vous comprenez? Alors, c'est la même chose, mais en russe. On a Petrograd. Il y a très peu de temps, quelques années, que la ville a été ni Pétersbourg, ni Leningrad, ni Petrograd. Pendant qu'elle est Petrograd, Rutenberg arrive à Leningrad. Il arrive à Petrograd et c'est lui qui prend la charge de mettre de l'ordre au service de la révolution.
La révolution, c'est encore une révolution de velours, elle est tendre. Alors, c'est lui qui est en tant que vice-gouverneur, qui propose, entre autres, d'exécuter Trotsky et Lénine. Intéressant, hein? Vous comprenez, c'était une personne qui... Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? À cause de Kerensky. Il est libéral, il est non, on ne peut pas comme ça mettre à mort des personnes, voir quand même des bonnes intentions, sont louables, etc. Hein? Non. Vous comprenez combien de souffrances il aurait pu nous épargner? Vous comprenez? Mais bon, ça ne marche pas. On sait que la révolution rouge bolchevique n'attendra pas trop. Attends, octobre, novembre 1917, tout est fini. Et à nouveau, Rothenberg prend la fuite. Il est d'abord membre du gouvernement à Odessa, tenu par les Français, entre autres du gouvernement blanc, mais ça ne va pas durer. Et il fuit complètement la Russie en 1919. Où est-ce qu'il va? Immédiatement, de la révolution russe à la conférence de Versailles, où il représente qui? Les sionistes, naturellement. Et partout, on le voit comme quelqu'un qui vient délivrer. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui décrit une envergure, une puissance. Il ne parle pas, il écoute. Quand il parle, alors là, c'est le silence complet. C'est une volonté, une turbine à faire tourner des moteurs de gigawatts. Et c'est-à-dire que partout où il arrive, immédiatement, numéro 1. Aux Anglais, ils proposent, écoutez, en Israël, il y a de l'eau? Yes. Il va y avoir de l'électricité? Yes. Lui, il a étudié, en étant en Italie, la hydroélectronique, comme ça que ça s'appelle? Hydraulique. Il a étudié ça. C'est une personne qui n'est pas seulement une force de la nature, mais c'est une personne pensante, une personne qui sait véritablement transformer les forces de la nature en lumière. On dit pas de problème. Va en Eretz Israël, présente-nous un plan de travail. Il y va, il présente un plan de travail au Parlement britannique. Et là, on est témoin du premier cas de, comment on appelle ça? De BDS. Boycott, divest, sanction. Comment on dit ça en français? Boycotter, je ne sais pas, divest, divest, ne pas investir, retirer tous ses fonds et sanctionner. Sanctionner, pourquoi? Parce que du moment qu'il est appelé par l'Empire de Sa Majesté à développer l'électricité en Eretz Israël, eh bien, au Parlement britannique, au House of Commons, il y a tumulte, il y a protestation. Pourquoi est-ce qu'on donne ça à des Juifs? Pourquoi pas à des Arabes? Pourquoi pas faire un, comment on dit, pourquoi on n'avait pas fait, comment dire, un tender, comment dire, un michras, comment dire, michras en français, un appel d'offres, comme il se doit, etc., etc. Et les Arabes, ils vont être malmenés, il y a que chez les Juifs, ça va être éclairé, et compagnie, etc. Bon. Balfour essaie de prendre la défense, ça ne marche pas. Et là se lève un autre personnage légendaire qui convainc tout le monde, qui le fait de la manière la moins politiquement correcte qui soit. C'est Winston Churchill. Il dit, écoutez, là où les Arabes arrivent, le désert les suit. Les seuls à pouvoir développer cette terre et qui vont la développer, ça va être les Juifs. On a quand même le mandat sur cette terre, non?
On n'a pas pris le mandat sur cette terre pour la laisser aussi désertique qu'on l'a reçue quand même. Qui c'est qui va la faire refleurir? Les Juifs. Vous y voyez une menace bolchevique? Eh bien, je vais vous informer. Cette personne qui a reçu la licence, la licence pour développer, pour électrifier Eretz Israël, c'est une personne qui, il y a à peine 4 ans, a proposé de mettre à mort les pères du bolchevisme, Trotsky et Lénine, en personne. Vous voulez dire que lui, il est bolchevique? Et puis ensuite, il a des paroles très tendres pour l'islam, le rôle de la femme, le rôle du désert. Et c'est fantastique. Et puis, l'islam en tant que plus grande menace pour le monde occidental. Il le dit au House of Commons en 1921. Intéressant. En 1921? Oui. Maniel. L'Echaim. Et là, les adversaires du sionisme comprennent qu'ils ont choisi le mauvais cheval de bataille. Parce que du moment qu'ils ont placé tout leur espoir sur leur opposition au projet de Rutenberg et qu'ils ont perdu, c'est pas seulement qu'ils ont perdu au sujet de qui va avoir la licence pour développer l'électricité en Eretz Israël. Ils ont perdu sur toute la ligne. Ils ont perdu sur toute la ligne. Pourquoi? Parce que l'électrification, pour eux, ce n'était qu'un prétexte pour s'opposer et pour dire que le prix en termes de relations internationales, en termes de relations avec le monde arabe, le prix que va payer l'Empire britannique est trop élevé. Et là, ils voient qu'en fait, le prix, pas seulement n'est pas trop élevé, mais tout le contraire. Tout le contraire, c'est les Juifs qui peuvent le développer. Ils vont le développer au nom de l'Empire, au nom des Juifs et au nom même des Arabes. Quand les premières lampes sont allumées à Rehov Allenby, à Tel Aviv, en 1923, bien, les Arabes d'abord boycottent. Non, on ne veut pas de la lumière juive. On ne veut pas de lumière juive. Mais dès qu'il y a de la lumière chez les Juifs, et à Jaffa, et à Jaffa, et à Yafo, et à Haïfa, Haïfa, et à Tetaf, mais ce n'est pas que ça. Comment s'appelle la centrale? Tout le monde me pose toujours la question, pas seulement à moi, j'imagine à tout le monde. Pardon? Non, Naharaim. Mais la centrale de Naharaim, il y a fait. Mais la centrale à Tel Aviv, comment elle s'appelle? La grande cheminée à Tel Aviv, comment elle s'appelle? Non. C'est un nom anglais. Non. Reading. Et on cherche qui c'est Reading? Qui c'est? On cherche et toujours des personnes qui savent. C'est un leader sioniste. C'est certainement un leader sioniste britannique. C'est un représentant de l'organisation sioniste, je ne sais pas, à Bristol, à Liverpool. Ils ont perdu. Vous comprenez? Non. Mais, non, c'est un lord, un aristocrate, juif, britannique, rien à voir avec le sionisme, un businessman qui a investi des milliers de livres sterling qu'il a donné à Pinchas Rutenberg. Pourquoi est-ce que Pinchas Rutenberg il est allé chez les aristocrates britanniques non sionistes pour amasser et récolter les fonds? Pourquoi?
parce que Weizmann n'était prêt à lui donner rien. Il y voyait son ennemi, il y voyait un exploitateur des masses. Ce qu'on a vu il y a quelques années avec les gisements de gaz à Léviathan, comment il s'appelle? Tamar, Léviathan. Vous avez la commission Shishensky, les deux commissions, la première commission Shishensky, la deuxième commission Shishensky, le Bagatz à droite, à gauche, etc. On retourne 90 ans en arrière, on trouve exactement le même débat. C'est un monopole? C'est une électricité qui va nous coûter une fortune? Qui c'est qui le dit? Qui c'est qui s'oppose? Chaim Weizmann. Chaim Weizmann s'oppose au projet de Pinchas Rothenberg parce qu'il n'est pas suffisamment socialiste. C'est Chaim Weizmann qui le dit, qui dit à Rothenberg qu'il n'est pas suffisamment socialiste. Vous comprenez? Il y a des rivalités, la Histadrout ne l'aide pas, personne, la Histadrout sioniste, l'organisation sioniste ne lui donne rien, c'est-à-dire Brian Dice ne lui donne rien, Weizmann ne lui donne rien, le seul à lui donner quelque chose, c'est Berl Katzenelson. Berl Katzenelson, l'idéologue véritable du mouvement travailliste, alors lui, il est prêt. Il est prêt à lui donner, je crois, 1000 livres. 1000 livres pour mettre en place, pour commencer ce projet. Mais les véritables fonds sont fournis par des businessmen, par des hommes d'affaires, certains juifs, certains pas juifs, surtout britanniques. Et c'est pour ça, un d'eux, c'est Reading, rien à voir avec le sionisme, en apparence. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné l'essentiel des fonds pour la première centrale. La centrale de Naharaim, qui va fournir l'électricité déjà pour tout le pays, elle va être mise en œuvre seulement entre 27 et 32. C'est-à-dire, elle va commencer à marcher en 32 et effectivement, la puissance qu'il va fournir, elle dépasse de beaucoup toute la puissance par toutes les centrales qui sont à Haïfa, à Tel Aviv, à Tibériade. Et c'est une électricité dont jouissent tous les Juifs, même les Arabes. Il y a encore une raison pour laquelle Weizmann s'oppose. C'est que le style de vie de Pinchas Rothenberg, Monsieur Tchouva, a beaucoup à apprendre de lui. Lorsque le futur chef de la Knesset, Berman, Yitzhak Berman, va le voir dans ses appartements au haut du Carmel, il a une maison, un château presque, le plus élevé à Haïfa, sur le Carmel. Pourquoi il a besoin de toutes ces chambres? Mais il n'est même pas marié, il n'a pas d'enfant. Mais pourquoi il a besoin de toutes ces chambres et de tous ces serviteurs? Il en a combien? C'est véritablement une puissance. Donc ça, véritablement, c'est pas... On va voir ce qui va advenir de cette demeure. Donc c'est aussi une chose très, très intéressante. Mais c'est un personnage extravagant. C'est un personnage véritablement extravagant, hors mesure et hors norme. Véritablement hors norme. Bon. Tout cela, on regarde et on voit que, en apparence, c'est une personne qui est avant tout un entrepreneur, un businessman, un industriel. Et c'est sa contribution essentielle au Yishuv, au sionisme. On lui tire chapeau pour son retour aux sources.
qui a complètement laissé de côté toute cette histoire avec la Russie, avec la révolution, avec le socialisme. Non, non, non. Il s'est consacré corps et âme à son peuple. Et il écrit à ce sujet. Il publie aussi, pas seulement sa bibliographie, mais beaucoup de livres. Il publie des choses. Il se consacre complètement au destin de son peuple, bien qu'il se voit comme une personne d'envergure planétaire. Véritablement, il l'écrit. Il l'écrit, il n'a pas de complexe. Mais il ne fait pas que ça. Il est unique encore dans un autre sens. Il est identifié à aucun des camps dans le Yishuv. Et c'est pour ça que, à tous les moments de crise dans le Yishuv, c'est lui qu'on appelle pour devenir la tête, pas moins que ça, du gouvernement du Yishuv, du Va'ad Leumi, le conseil national. En 1929, quand il y a les émeutes arabes, on dit Pinchas, tu peux prendre la place? Il n'y a pas de problème. En 1939, où c'est? On le sait, on dit Pinchas, viens prendre la tête. Viens prendre la tête, pourquoi? Parce que tous les camps peuvent s'identifier à toi. La gauche, parce que tu étais socialiste, parce que tu as créé des centaines et des milliers d'emplois, et que tes employés, ils te regardent bouche bée, les yeux ouverts, ils te vénèrent presque parce que tu les payes bien, parce que, d'ailleurs, vous comprenez, mais ça c'est les sources, les sources véritablement des droits un peu extravagants. On en parle encore des ouvriers, de ceux qui travaillent à Chevrat Khashmal, etc. Ça a commencé à cette époque. Mais à l'époque, c'était vu comme quelque chose de fantastique, véritablement, quelqu'un qui crée de telles conditions pour ses ouvriers. C'est phénoménal. Ce ménage, il le vénérait, véritablement, il le vénérait, c'était très rare à l'époque. C'est pas seulement qu'il se mettait plein la poche, non, il se mettait plein la poche, mais parce qu'on lui disait, non, c'est parce que quand il est allé voir le Lord Reed, il dit, first of all, tout d'abord, tu prends 10 000 livres sterling pour toi, Mister. Et ensuite, tu vas avoir je ne sais pas combien de milliers d'actions de la compagnie d'électricité. Qui disait ça? Qui? Reading a dit ça à Rothenberg. Mais il a créé énormément d'emplois. Il aidait beaucoup la Ghana. Tout ce qu'il avait construit, il le construisait aussi avec un goût architectural des meilleurs. Il mobilisait les meilleurs architectes, Kaufmann et autres, pour construire ces centrales. Et bien, il les mettait au service aussi de la Havana. Il était l'ami de Eliyahu Golom, il était l'ami de Berl Katzenelson, etc., etc. Et puis d'un autre côté, il était ami de Jabotinsky. Il avait organisé avec lui une brigade juive pendant la Première Guerre mondiale. Il avait une position activiste, on l'a vu, dernière fois dans les fin des années 30. C'est lui qui organise la rencontre entre David Raziel du Hetzel, qui n'est pas arrivé finalement à cette rencontre à Haïfa, et les personnes de la Haganah pour passer d'une politique de retenue à une politique d'offensive, etc. Et il est aussi très bien reçu par ceux qui sont ni de gauche ni de droite, et qui sont de simples, comment dire, les sionistes généraux, qui sont des bourgeois, etc. Alors, c'est un entrepreneur, c'est un des nôtres. C'est-à-dire que c'est une personne à la fois d'un tempérament très peu tolérant, très intolérant, mais qui fait l'union entre tous les camps existants en Eretz Israël.
Et on va voir bientôt aussi le camp religieux. C'est une chose assez fantastique. Et c'est pour ça que aussi, une chose qui est aujourd'hui assez connue, c'est l'initiateur de toutes les grandes tentatives d'amener à l'entente et à l'apaisement et à la paix entre ces camps. En 1934, Ben Gurion arrive à Londres, Jabotinsky à Paris, Pinchas Rutenberg appelle Ben Gurion et dit, écoute, vous êtes très proches l'un de l'autre, peut-être ça vaut la peine que vous vous rencontriez. Ah, mais Pitor, fasciste, etc. Et l'autre, pour finir, c'est lui qui organise les rencontres, c'est lui qui organise. Il y a 12 rencontres entre Ben Gurion et Jabotinsky à Londres en 1934, où ils arrivent à conclure un accord total sur tous les points. Sur tous les points, ils se partagent complètement le pouvoir dans le Yishuv. C'était quelque chose, on en a parlé plus d'une fois, c'était quelque chose qui aurait pu visiblement sauver, amener le salut, pas seulement au Yishuv, au peuple juif tout court. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Ben Gurion n'arrive pas à faire passer cet accord dans ses instances, surtout les instances avec de Ardut Avoda, du Kibbutz Hameucha, de Yitzhak Tabet. Ça ne passe pas. Mais celui qui a réussi presque à réunir ces archi-rivaux, Ben Gurion et Jabotinsky, c'est Pinchas Rutenberg. Et c'est toujours lui qui est à la source de toutes ces initiatives. Dans les années 30, il est allé voir plusieurs fois le Rav Kook à Jérusalem. Il était fasciné par sa personnalité. Et le Rav Kook, autre chose, lui a dit, écoutez, peut-être vous pouvez m'aider. Il a vu, pas m'aider moi. Pinchas Rutenberg, comment ça se fait? Pinchas Rutenberg voit que le Rav Kook ne réside pas véritablement dans des conditions très aisées. Il dit peut-être je peux vous aider à élargir vos appartements. J'ai quelques pièces qui sont au Carmel, qui sont bon, pas trop plaisir. Et Rav Kook il dit non. Mais si tu peux me donner 10 000 livres sterling pour la fondation de ma yeshiva. Et pour un meuble pour la yeshiva, etc. Il dit non, 10 000 ça ne va pas, 2 000, Bokasha. 1000, ça n'a pas marché, alors que le Rav Kook sentait l'amant rapproché, il dit, il lui écrit une lettre, écoute, je crains que les 1000 livres sterling que tu m'as donnés soient mal utilisés après ma mort, alors je les remets sur ton compte. Je remets le chèque sur ton compte. Et Pinchas Rutenberg, il était fasciné, il était alors il m'a redonné 1000 francs. Il a parlé, il avait été vraiment, il était au chevet du Rav Kook, je ne le savais pas, mais bon, c'est décrit dans. C'est Rachel Yanaïd Ben Tzvi qui le dit. On en a parlé la dernière fois, la femme du président. C'est aussi Malachim Kebnei Adam. Et comment il s'appelle, celui qui a écrit sur le Rav Kook? Oui. Et je me rappelais de son, de son nom. Il dit, pour finir, il dit que ce qui préoccupait le Rav Kook, c'était la génération, c'était l'avenir, la génération à venir. La génération à venir, la jeunesse, etc. Alors il dit, ok, si c'est ce qui préoccupait le Rav Kook, eh bien, je vais dédier mon château, entre guillemets, sur le Carmel, après ma mort, à la jeunesse. Il y a des œuvres qui vont servir pour la jeunesse, pour la génération à suivre, etc. Effectivement, il est mort quelques années après le Rav Kook de la même maladie.
dans les années 40. C'est-à-dire, par tous ces aspects, on voit qu'effectivement, c'était une personne visiblement pas suffisamment connue, bien qu'il y ait pas mal de livres qui aient été publiés à son sujet, tant en hébreu que dans d'autres langues. Mais un personnage véritablement fascinant qui pouvait faire de sa personnalité tout ce qu'il voulait. Il aurait peut-être pu devenir, s'il voulait, président de la Russie, ou président des États-Unis, ou président d'Italie, ou quelque chose comme ça. C'était une personne d'une envergure titanesque, invraisemblable. Mais, contrairement à d'autres, comme Trotsky et Marchmo, qui ont dit non, les Juifs, pour moi, c'est trop étroit, trop étriqué. Moi, j'ai des envergures planétaires. Il y avait des personnes comme Pinchas Rosenfeld qui avaient, avec toute leur grandeur, suffisamment d'humilité pour dire que toutes mes forces de créativité, eh bien, j'ai essayé de les mettre en œuvre en Russie, en Italie, ailleurs, etc. Mais l'endroit où ça va véritablement marcher, ça va être en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait malgré l'opposition pratiquement totale. Personne ne voulait l'aider. Personne, ni la Histadrut Tzionit, ni la Histadrut Hapoalim, c'est-à-dire la Fédération des ouvriers, le syndicat des ouvriers, ni personne. Et pas de problème. Pas de problème. Ça lui a pris quelques années. Ça lui a pris quelques années, mais il a fait cela. Il y a encore quelques personnages comme ça, mais ils sont très rares, qui étaient hors parti, qui étaient hors courant et qui ont fait comme Novomeïski. Novomeïski avec les usines de la mer morte. Il fallait Yamamel, qui ont fait des choses fantastiques, et qui ne faisaient pas vraiment partie de tel ou tel parti. Il y a peu de personnes comme ça, mais il y en a. Même à l'époque des années 20 et 30, etc. Mais pour conclure un peu en termes de Pinchas Rosenberg, il disait, écoutez, il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui en parlent, ceux qui la suivent, etc. Et bien lui, véritablement, il faisait partie de ceux qui faisaient cette histoire, oui. Mais bien que, c'était une chose très intéressante, il avait un mépris invraisemblable pour les partis et pour la politique. Un mépris, c'est-à-dire chaque fois qu'il était appelé au pouvoir, c'était une faillite colossale. Rien ne marchait. Il ne savait pas nouer des contacts, il ne savait pas faire des coalitions, il ne savait pas faire des compromis, etc. Ben Gurion et d'autres l'accusaient de fasciste. Il n'aimait pas le régime parlementaire, pour lui, il préférait l'autoritarisme. Vous voyez? Mais, alors il n'est pas allé par la voie parlementaire, par la voie de la Knesset, etc. Il est allé faire du business. Et il a réussi avec lui, c'est le Yishuv, effectivement, qui a réussi parce que sans électricité, on le sait, c'est pas quelque chose, on peut rien faire. Non, on ne peut rien faire. C'est pas que la lumière, c'est toute l'industrie, c'est toutes les usines, c'est véritablement toute l'énorme machine. Il faut savoir que jusqu'aux années 1020, le Yishuv, il était sans électricité. Tout s'éteignait. Tout s'éteignait avec le coucher du soleil. Tout s'éteignait. Même quand il a amené l'électricité, il y a beaucoup qui ont hésité, ça a pris des années, pour qu'ils amènent l'électricité à l'intérieur, c'est seulement dans les rues. Parce que ça coûtait cher. Ça coûtait très cher. Donc, alors on laisse coucher avec le coucher. Des bougies, des flammes, mais pas, lui, c'est réservé. Oui,
Révolution, c'est pas, c'est-à-dire quand on parle de Rotenberg-Naharaim, c'est beaucoup plus que Naharaim. Quelle était la relation avec Ben Gurion? Kodem Kol, il faisait partie aussi du Vad Leumi, les deux. Ben Gurion au début, Yitzhak Ben Tzvi, du Vad Leumi, c'est du Conseil national. Mais il le respectait. Il le respectait. Il s'en méfiait, mais il le respectait. Pourquoi? Quand il l'a appelé à rencontrer Jabotinsky, c'est-à-dire il faut imaginer la puissance qu'une personne doit avoir pour rendre amis deux personnes qui sont des ennemis jurés. Des ennemis, mais les plus jurés qui soient, qui puissent être, vous comprenez? Il faut être véritablement d'une personnalité, d'un charisme, d'une force de conviction assez rare. Et lui, il l'avait. Et lui, il avait, alors, il y a des personnes qui le détestaient, comme Weizmann, qui ne pouvaient pas le supporter. Et il y avait des personnes qui, d'un côté, comme Ben Gurion, le critiquaient beaucoup, mais qui éprouvaient, qui le tenaient en très grande estime. Il est devenu quoi 6 ans après? Il a tout donné, ses fonds, sa maison, etc. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas donné aux jeunes. Aux jeunes, il y a une organisation qui est de bienfaisance pour les jeunes. Pardon? On peut la voir encore, sa maison? Je crois que oui, mais ça, c'est une chose qui reste à vérifier. C'est une chose qui reste à vérifier. Il est décédé à Israël. Il est décédé à Israël. Oui, il est décédé à Israël. Et que sont venus ses enfants? Il n'y a pas d'enfants. Enfin, ses enfants ne sont pas considérés comme ses enfants. Les enfants d'un juif et d'une goya ne sont pas causés. Et il coupait tout contact. Sa femme, son ex-épouse, a coupé son et lui n'a pas cherché. Elle est partie aux États-Unis. Il n'y en a pas eu d'autres. Non. Enfin, pas. Ça c'est un volet que je ne traite pas, c'est le volet de la Rechilout. Il est toujours très, comment dire, Rechilout, comment dire en français, les colportages, total. Les colportages, c'est pas dans nos cours. On a naturellement développé ça. Si vous voulez ouvrir les livres qui en parlent, eh bien, il y a effectivement des chapitres qui. Alors, finalement, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette maison? Pardon. Elle était dédiée aux enfants, à la jeunesse, pour des activités, pour bienfaisance. Maintenant, je ne sais pas. C'était effectivement il y a 60 ans. Maintenant, on doit vérifier. On ne sait pas. Mais il faut savoir que c'était pour dire son envergure. Il n'y a que 3 personnes en Israël qui ont été appelées Zaken de leur vie. C'était Ben Gurion, c'était Yitzhak Sadeh et c'était Pinchas Rotenberg. Azaken Minaharaim. Le vieux, le doyen, c'est pas le vieux de Naharaim. Ouais, pardon? Azaken Minaharaim. Manien, c'est-à-dire directement, il était tenu en très, très, très haute estime. C'est partout les Yishuv. On a jusqu'à quelle heure? Non, parce que là, il y a encore une conférence qui est faite. Ou bien pas? Non. Ce sera. Non. On a 10 minutes. On a 10 minutes. Non, à 10 minutes, ça va être l'enfer. Ça va être. Comment il est considéré dans le milieu? Écoutez, dans le milieu chassidique, je ne sais pas. Je sais que quand je cherchais des informations sur lui, eh bien, j'ai trouvé des informations très intéressantes sur lui dans les Meged Yerachim, c'est-à-dire un ouvrage de Merkaz Arav. Merkaz Arav, où sont relatées certaines histoires à son sujet, à Simcha Vaz. Simcha Vaz, c'est lui qui le mentionne aussi dans sa biographie du Rav Kook. Chez les Haredim.
Un industriel qui a réussi, je ne sais pas s'il a donné des fonds, etc. C'est Rotenberg ou Roten? Rotenberg. Rotenberg. Rosenberg. Rotenberg. Il y a à Tel Aviv, bien qu'il ait demandé de ne pas être, qu'il n'y ait pas de discours, qu'il n'y ait pas de à ses funérailles, il était à ce niveau, il était humble. Il était véritablement très humble. Si je ne me trompe pas, il est enterré au Har Hazeitim. J'ai oublié de vérifier encore une fois. Mais oui, il ne donnait pas trop d'honneur. Lui, c'était véritablement un homme d'action. Et ce à quoi il tenait, c'était uniquement ses actions. Des actes, il se faisait connaître par ses actes, pas par ses paroles, alors bien qu'il écrivait aussi, il parlait aussi. Mais, c'est-à-dire à sa mort aussi, non? Pas besoin de parole. Mais Rotenberg, alors c'est son nom. C'est l'endroit où ils ont oublié de tout ça. Rothberg. Rothberg. Non, c'est pas lui. C'est Rothberg. Rothberg School. Rothberg School, c'est pas Rothberg. Mais